Mesdames et messieurs, bonjour. L'un des points inscrits à l'ordre du jour de la troisième session extraordinaire à l'Assemblée nationale qui s'est ouverte jeudi dernier est celui portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Les grandes lignes de cette réforme sont connues avec une nette démarcation entre le politique et le technique. Et au-delà de la question de l'ordonnancement du budget qui a cristallisé moult interrogations ces dernières semaines, cette réforme se veut être pour l'exécutif l'instrument pouvant débloquer le potentiel de nos communes afin de tendre vers un développement harmonieux des territoires. Au-delà de toute polémique, nous allons revenir ce dimanche plus en détail sur les promesses qu'offre cette nouvelle mouture de la loi sur la décentralisation, et ce sera en compagnie de Franck Kenevo, expert en gouvernance locale et en communication. Bonjour Monsieur Kenevo. Bonjour chers confrères, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux. Voilà, plaisir partagé. Alors, on va y aller de suite. Est-ce qu'il était temps de repenser un peu la gestion de nos communes? Oui, je pense que depuis 2006 déjà, à la phase de la période transitoire, parce que les textes de loi avaient prévu qu'après l'installation des collectivités territoriales, 3 ans après, qu'on puisse faire un premier bilan pour voir ce qui n'a pas fonctionné, pour voir ce qu'on peut améliorer, pour voir même si on peut fusionner des communes, si on peut en créer d'autres. Et donc, en 2006, cet exercice a été fait par la Fondation Le Municipal, avec l'appui de la coopération danoise. Et donc, on avait sillonné les 6 départements qui étaient opérationnels. On avait finalement réuni un forum au niveau national où la question était vraiment de changer un certain nombre de choses au niveau des tests de loi. Donc, c'est depuis 2006, ça fait, disons, 16 ans, qu'on attendait que les tests de loi qui régissaient la décentralisation soient revus pour que, vous l'avez dit dans votre introduction, libérer tout ce qui a comme potentialité de développement de nos territoires à travers les communes. Parce que l'importance même des communes, c'est que vous avez des ministères, vous avez des institutions de la République qui ont peut-être des directions départementales et autres. Mais ici, vous avez l'institution communale qui a en son sein les arrondissements, nous avons 546, les quartiers de ville et les villages, que nous avons peut-être 5293 ou plus, parce que des hameaux naissent et puis après on les transforme en quartiers de ville ou de village. Donc vous voyez, à l'intérieur de chaque commune, il y a une portion importante de la population. Et donc la réalité du développement doit forcément venir des collectivités territoriales. Donc ce qui fait que lorsqu'on a eu des dysfonctionnements au niveau des collectivités territoriales, il était urgent d'apporter des réponses. Mais au niveau législatif, on n'a pas eu de réponse. C'est quelques réponses au niveau réglementaire des décrets, par exemple la question de la destitution des maires, qui n'a pas eu de réponse sur le plan législatif jusqu'en 2020, où la loi interprétative et complétant le code électoral est intervenue sur la question pour apporter une réponse. Donc je pense qu'il était important non seulement d'agir sur les textes de loi, parce que justement les collectivités territoriales dans tous les pays qui sont développés de manière équilibrée, harmonieuse et durable, c'est que les collectivités territoriales ont joué un rôle important. J'aime donner l'exemple de la Suisse, de l'Allemagne, qui sont des modèles de stabilité. La crise de 2008 qui a secoué le monde, cette crise-là a fait moins de dégâts dans ces pays-là parce que il y a des collectivités territoriales viables qui ont beaucoup de ressources, qui ont beaucoup de compétences, mais qui travaillent dans l'efficacité. Et donc cette efficacité n'était pas au rendez-vous pendant les 18 ans de décentralisation. Justement, sans vouloir vous couper, quand vous prenez l'exemple de ces 2 pays-là, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dû à
a une certaine histoire, parce que vous pouvez les mettre en parallèle avec ce qui se fait en France, en Belgique. Ce n'est pas évidemment la même architecture. Est-ce que pour ces deux pays-là, quand on parle de décentralisation, en Allemagne, on peut pointer du doigt, on peut montrer, on peut mettre en exergue la puissance des Länder, mais est-ce que c'est pour ce pays-là, il y a une histoire par rapport à ça, donc un modèle pas forcément duplicable? Non, vous savez, même quand vous prenez les royaumes qui couvraient la zone géographique qu'est le Bénin aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau du royaume d'Aboumé, il y avait des formes de décentralisation. C'est vrai que c'était les princes qui étaient les gestionnaires au niveau du roi, etc. Si vous allez dans la Bible, parce que nous nous inspirons aussi de cette culture judéo-chrétienne, il y a plusieurs niveaux de décentralisation. Vous verrez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y a eu une forme de déconcentration et puis après, il y a eu une forme de décentralisation dans leur gestion. Donc, par essence, lorsque les communautés grandissent, il y a toujours une forme de décentralisation. La différence entre la déconcentration et la décentralisation, c'est que dans la déconcentration, c'est l'État central qui est représenté à l'intérieur du pays. Mais dans la décentralisation, vous verrez bien que c'est les communautés qui sont organisées et responsabilisées, de sorte que il y ait plus de démocratie. En matière de déconcentration, c'est des ordres qu'on répercute et qui sont exécutés. Des pouvoirs délégués, si vous n'exécutez pas, celui qui vous a nommé peut vous enlever. Mais au niveau des collectivités territoriales, la Constitution prévoit qu'il y ait des élections. Donc, d'abord, le peuple choisit au niveau de la classe politique, au niveau des candidats, ceux qu'ils jugent à même de diriger la communauté. Donc, eux, ils sont élus, ils ne sont pas nommés. Et donc, en leur sein, maintenant, ils s'organisent pour gérer la commune. Et donc, à partir de ce moment, la décentralisation suppose que ceux qui sont élus puissent organiser la gestion du pouvoir en relation avec les communautés. Lorsque il n'y a pas implication des citoyens dans les prises de décision, dans la reddition de comptes, etc., il y a un problème au niveau de cette décentralisation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut être d'accord. Et je pense que le chef de l'État l'a dit lors de la séance avec les maires. C'est le meilleur moyen pour contrôler, non seulement sur le plan administratif, les territoires, mais aussi leur développement, pour agir, pour que les choses changent jusque dans les quartiers de ville, dans les villages, dans les hameaux. Donc, il faut véritablement que la décentralisation soit une priorité dans un État en transition, dans un État en développement, dans un État en transition démocratique. Parce que, quelles que soient les formulations qu'on donne, vous verrez que la décentralisation apporte deux éléments essentiels de la vie en communauté. Premièrement, c'est le développement. Quand on parle de développement, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on peut appeler la pauvreté non monétaire, c'est-à-dire avoir les services publics de qualité, à proximité. Donc, si vous avez besoin d'un centre de santé, vous ne devez pas faire des milliers, des dizaines de kilomètres avant d'en avoir. Vous voulez une salle une école pour vos enfants, un point d'eau, vous ne devez pas faire de longues distances. Donc, ça, c'est au niveau non monétaire. Mais il y a aussi le volet monétaire, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Lorsque vous donnez de l'eau, de centres de santé, de salles de classe, etc., il y a un problème de moyens pour jouir de ces services publics. Il y a la nécessité pour les citoyens d'avoir un pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est les deux éléments que nous retrouvons dans le développement local, c'est-à-dire faire en sorte que les potentialités économiques, culturelles, touristiques,
les potentialités géographiques, hein, les communes qui sont frontalières avec le Nigeria, ça peut être une opportunité pour ces communes-là. Donc, que ces potentialités soient valorisées et que le bien-être soit disponible dans toutes les communes, dans tous les arrondissements et pourquoi pas dans tous les quartiers de ville et villages du Bénin. Ça, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est la démocratie. Vous savez, lorsque nous parlons de culture de la démocratie, ça ne naît pas du jour au lendemain. Lorsque vous ne faites pas l'apprentissage de gérer les questions de développement, les questions d'intérêt communautaire au niveau de votre quartier de ville, au niveau de votre village, vous n'avez jamais participé à ça. Au niveau de votre arrondissement, de votre commune, vous ne maîtrisez rien. Et on vous nomme au niveau national, vous aurez des tares. Vous regardez les élus en Allemagne, en Suisse, en France, un peu partout. Vous regardez les ministres, la plupart d'entre eux ont un passé d'élus. Ils ont travaillé dans leur quartier, dans leur arrondissement, dans leur commune, dans leur région, avant de venir au niveau national. Parce que ce qui est intéressant là, c'est que en commençant à un niveau plus réduit, vous avez des chances d'apprendre dans la vertu de la démocratie. La démocratie n'est pas mauvaise. C'est parce qu'au Bénin, nous n'avons pas une culture de la démocratie. On pense que la démocratie, c'est que des droits. Non, la démocratie, d'abord et avant tout, c'est des droits, mais c'est aussi des responsabilités, c'est des devoirs. Et lorsque vous faites l'apprentissage au niveau de votre quartier et de votre village, ou au niveau de votre commune, vous au niveau national. Donc, ces deux enjeux de la décentralisation se retrouvent handicapés parce que justement, il y a trois gros problèmes qui ont miné la gestion de nos collectivités territoriales. C'est de ça que je voulais parler. Et d'ailleurs, est-ce que le gouvernement ne voit pas juste, en pointant du doigt un peu la trop grande implication du politique, la mainmise du politique, le dévoiement du système? Est-ce que le dévoiement du système n'est pas à mettre sur le compte on va dire, du trop politique qui tendait à étouffer un peu, quelque peu, la mise en branle de cette belle architecture, quoi qu'on en dise, de l'ancienne mouture de la décentralisation? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, il y a une politisation exagérée. Lorsque le maire prend fonction, on sait qu'il est un acteur politique. On sait que probablement depuis 3 mandatures, nous avons supprimé les candidatures indépendantes. Donc, la plupart, tous ceux qui deviennent maires viennent d'une formation politique. Et donc, on sait qu'il peut avoir des influences politiques. Mais l'influence politique qui est souhaitée au niveau local, c'est que l'idéologie politique, l'idéologie de la formation politique qui a gagné la commune peut se mettre en place à travers les politiques publiques, à travers les documents de planification. Mais la politique qui est développée au niveau local, c'est plutôt faire pression sur le maire pour qu'il nomme aux emplois communaux des personnes qui n'ont pas le profil, pour qu'il donne les marchés communaux à des entreprises qui font de copinage, qui ne font pas bien le travail. Et donc aujourd'hui, si vous regardez les communes, c'est vrai, on a eu des résultats, disons que sur 100 points escomptés, on est peut-être à 40 à 30% de résultats. Mais vous imaginez si on était dans un environnement où il n'y avait pas cette politisation à outrance, on serait peut-être à 60%. Regardez les éléphants blancs, regardez les marchés Les fameux fonds FADEC. Oui, sur fonds FADEC, ça retient l'attention, mais regardez les chiffres que moi j'avais compilés pour l'Association nationale des communes du Bénin en 2019, donnent état de près de 80 milliards qui sont gérés au niveau des collectivités territoriales. C'est vrai que c'est rien, c'est moins de 5% de ce que l'État gère. Mais si vous prenez les 80 milliards, vous verrez que l'État, à travers FADEC,
et les partenaires qui abondent FADEC, on tourne autour de 40-45 milliards. Donc, il y a quand même, en dehors des fonds FADEC, près de 35 milliards qui viennent des ressources propres, justement, des collectivités territoriales, qui ne sont pas bien auditées comme les fonds FADEC. Donc, si vous regardez aujourd'hui au niveau des fonds FADEC, il y a des progrès, il y a des améliorations, mais il reste inconcevable qu'après 18 ans de décentralisation, qu'on puisse assister à des marchés où on a décaissé peut-être 60%, mais le taux d'exécution est moins de 20%. Donc, il y a des situations qu'on continue de déplorer. Mais si on regarde les collectivités territoriales avec ambition, on se dit, oui, il y a nécessité d'améliorer ce qui se fait. On aurait aimé avoir plus de centres de santé, plus de salles de classe, plus de pistes pour que les produits puissent circuler, sortir, aller à la rencontre des marchés, qu'on puisse avoir plus d'influence de la commune sur l'économie locale. Donc, le parti pris par l'État central de compartimenter le politique et les fonctions techniques est plutôt un bon pari. Non, moi je pense que c'est un bon choix. Moi je l'ai souhaité. Il y a des maires qui l'avaient souhaité. On a eu des séances, des réunions où les maires avaient souhaité, certains maires, pas la grande majorité bien sûr, avaient souhaité être dessaisis de cette fonction d'ordonnateur, mais pas de l'ensemble de la fonction exécutive. Parce que justement, ils se disent que le fait d'être ordonnateur fait que tout le monde a les regards tournés vers le maire, tout le monde vient avec ses intérêts personnels, et donc le maire se retrouve dans un genre d'engrenage. Et à partir de ce moment, certains maires avaient souhaité, et moi je suis de ceux-là qui avaient souhaité aussi qu'on puisse véritablement séparer un peu, parce que le maire apparaissait comme à la fois le directeur général d'une entreprise, mais aussi le président du conseil d'administration. Voilà, donc aujourd'hui... Il pouvait y avoir des conflits d'intérêts. Oui, c'est-à-dire il décide, enfin il préside l'organe qui décide, et c'est lui seul qui organise l'exécution. Donc, il était dans une situation excessivement confortable. Donc, je pense que ce choix-là, c'est un choix que moi je salue. C'est vrai, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de polémiques autour de cette question, mais moi je suis convaincu que le gouvernement doit faire un pas de plus pour que le fait original et inédit, parce que si vous regardez dans la plupart des décentralisations, on ne doit pas être plus de 10 pays à vouloir expérimenter cette forme de décentralisation où le maire est dessaisi. C'est vrai que même les fonctions d'ordonnateur, je sais que l'ancien président maire de Cotonou n'a jamais exercé ça. Il avait délégué ça, par exemple, au premier adjoint au maire. Il y a l'ancien maire de Boycon qui est actuellement maire de Cotonou. Je me rappelle, il m'avait dit qu'il voudrait bien quand même faire l'expérience de déléguer les fonctions, pas d'organe exécutif, mais d'ordonnateur de budget. Donc, on peut comprendre que le gouvernement ayant fait le choix d'aller au-delà de l'ordonnancement du budget, ça crée un peu de polémique. Et je disais que le gouvernement peut faire un pas important pour apaiser cette polémique en permettant aux maires de ne pas être totalement séparés du secrétaire exécutif qui sera non seulement ordonnateur du budget, mais l'organe exécutif de la commune. C'est-à-dire que ce soit dans la nomination, que ce soit dans l'évaluation de ses actions et la possibilité de mettre fin à son mandat,
qu'on puisse donner un peu plus de marge au maire. Où est-ce que vous voudriez placer le curseur? Parce que de toute façon, le maire demeure le responsable, toujours le responsable de la commune, et supervise le secrétaire exécutif dans l'exécution au quotidien voilà. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement, dans la réforme, a créé le conseil de supervision, qui est l'organe véritablement qui supervise tout ce que le secrétaire exécutif fait. Mais je pense que aujourd'hui, on peut faire des ouvertures. Aujourd'hui, le secrétaire exécutif est nommé sur une liste nationale. On peut permettre au maire, après tirage au sort, il peut tirer 3 noms, organiser une séance d'échange avec les 3 candidats pour choisir l'un des 3 candidats, par exemple. C'est ce qu'on voudrait, si on s'en tient aux explications du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Liang-Ngoudi, c'est pour éviter tout risque de copinage pour que le maire puisse avoir le temps de jauger qu'il peut mettre rapidement sous boisseau, qu'on préfère aller on a trouvé cette parade pour pouvoir protéger de tout conflit d'intérêts ou de potentiel, en tout cas, pas une imposition, mais que le maire tire au sort et que se voit travailler avec un technicien dont il ne connaît absolument rien. Oui, mais ce choix peut avoir des avantages et aussi des inconvénients. On dira comme tous les choix. Oui, mais je pense que nous sommes dans une collectivité territoriale où les organes élus ont la prééminence sur les organes de nomination, les organes nommés. La Constitution dit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Si vous regardez l'organisation d'une collectivité territoriale, l'autorité élue doit être toujours mise en avant. L'autorité élue doit être à la source et à la fin de tout ce qui est nommé au sein de la commune. Mais la formule du gouvernement présente l'avantage. Déjà, la liste, le fichier national, c'est vraiment quelque chose que moi j'applaudis. Parce qu'en 2003, le gouvernement du président Mathieu Kérékou avait déjà ébauché une liste nationale, mais qui comprenait uniquement les fonctionnaires de l'État qui ont souhaité aller dans les communes. Parce que cette liste n'était pas imposée, les maires, au lieu d'aller prendre sur cette liste où les salaires étaient assurés par l'État, préféraient positionner des proches pour ne pas avoir cette contrainte dont vous parliez tantôt en relayant le secrétaire général adjoint du gouvernement, d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Je suis d'accord que l'idée, c'est plutôt de permettre au secrétaire exécutif de venir avec une légitimité de technicien dans un milieu où il vient faire son travail uniquement et il s'en va. Mais il faut compter avec la sociologie politique de notre pays où, lorsque vous venez dans une administration locale, avec quand même des barricades, parce que le secrétaire exécutif m'a l'air suffisamment barricadé. Il a un mandat encadré, il a un mandat de 6 ans, il est nommé après tirage au sort, et lorsque, après tirage au sort, la personne se désiste, c'est le ministre de l'administration qui propose au maire quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut faire court. On peut faire court en disant simplement le maire tire au sort si c'est le choix définitif du gouvernement. Et lorsque le tirage au sort est fait, si la personne se désiste, que le maire aille tirer à nouveau. De sorte qu'il n'y ait pas une autre autorité qui intervienne dans la nomination du secrétaire exécutif. Donc, disons que
du début jusqu'à la fin, on peut enfermer le maire dans un tirage au sort. Ce qui est nouveau, parce que le régime juridique d'un tirage au sort, ça fait partie des choses que moi, je n'ai pas étudiées, par exemple, à l'université. Mais on peut concéder cela, parce que l'idée, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait de connivence entre les deux hommes. Mais lorsque le secrétaire exécutif est mis en place, moi, je pense qu'il est important que ses collaborateurs soient nommés par le maire et non par lui. Si je vois un peu au niveau du projet de code, c'est le maire qui nomme les directeurs. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et le secrétaire exécutif nomme... il y a des fonctions aussi de la mairie qui procèdent aussi d'un fichier. Celui qui s'occupe des affaires financières, celui qui s'occupe des affaires domaniales, celui qui s'occupe des marchés publics, celui qui s'occupe, disons, des systèmes d'information et autres. Moi, je pense que si on s'entend sur ce qui est lié au secrétaire exécutif, il faut aussi que ces attributions ne donnent pas l'impression que le maire est un peu mis de côté. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple les permis et autorisations, je pense que le secrétaire exécutif, en tant que cadre, peut mener tout le processus, mais il envoie ça à la signature du maire. Vous imaginez, l'idée peut-être c'est de dire que le maire n'intervienne plus dans les affaires domaniales, parce que probablement beaucoup de maires ont créé des dégâts aux collectivités territoriales sur ce plan-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que si on agrège tout ce qu'il y a eu comme scandale ces dernières années, on peut arriver à cette conclusion. Les ressources financières et les affaires domaniales qui ont été... Mais le secrétaire exécutif peut faire tout le processus. Il peut faire tout le travail technique, décider qui peut avoir. Et lorsqu'il décide de qui peut avoir, que le maire puisse signer pour que l'autorité du maire soit restaurée. Maintenant, au niveau de l'administration générale, où on sent une coupure nette, où le maire ne peut interférer sur l'administration communale que dans le cadre de l'exercice de ses compétences propres à lui, je pense que le maire peut faire mieux. J'ai quand même vu dans le code que le maire peut réquisitionner. Le maire peut réquisitionner. C'est déjà un progrès, une ouverture, mais on peut laisser la possibilité au maire de donner des instructions au secrétaire exécutif, quitte à lui de voir si dans l'exécution de sa mission, il peut prendre en compte ces instructions-là. Ce qui me réjouit aussi, et qui n'était pas sorti, précisé lorsque la réforme a été présentée, c'est que si l'évaluation du secrétaire exécutif n'est pas satisfaisante, le maire peut mettre fin à son mandat. Ça, c'est important. Mais ce qui pose, à mon avis, un problème sur lequel le gouvernement devra se pencher, c'est que les deux procédures de révocation du secrétaire exécutif impliquent le préfet. C'est-à-dire, lorsque le maire constate qu'il y a faute lourde ou il y a insuffisance de résultats, et veut mettre fin, par exemple, au mandat du secrétaire exécutif, le conseil de supervision délibère, mais avant de mettre en œuvre la révocation, on parle d'une session conjointe, une session du conseil de supervision à laquelle participe le préfet. Or, nous savons que le préfet est autorité de tutelle, il est l'émanation directe du pouvoir exécutif, et c'est lui qui va ensuite, en tant qu'autorité de tutelle, examiner la conformité de cette décision. Donc, il me paraît comme juge et partie. De toute façon, dans l'ancienne, en tout cas, dans l'ancienne architecture, le préfet a toujours son mot à dire, de toute façon. Non, pour les élus. Oui.
Mais pour un cadre nommé, ça doit être géré par les élus de la commune, à mon avis. Donc, à ce niveau-là, je pense que on peut permettre deux procédures pour mettre fin, de révocation, disons tout simplement. Une première procédure qui part du maire, qui finit au niveau du conseil de supervision et qui autorise, qui délibère et permet au maire de prendre l'acte de révocation. Et le préfet peut faire le contrôle de légalité en tant qu'autorité de tutelle. Et puisque la deuxième procédure, c'est du préfet jusqu'au ministre de la décentralisation et en conseil des ministres. Donc, sur le secrétaire exécutif, je pense que ces éléments-là interpellent et il faudrait peut-être que le gouvernement regarde ça de près pour que les maires puissent collaborer à la réussite du secrétaire exécutif. Il ne faudrait pas que les maires aient l'impression que c'est quelqu'un qui est un cheval blanc. J'ai oublié le nom de ce chevalier sans reproche, Bayard, je crois. C'est un cheval blanc qui est envoyé dans la commune, il est propre, et, il n'a pas de faiblesse, et il est venu pour réussir là où les maires ont échoué. Non, pas du tout. On n'est pas en train de dire que les maires ont échoué et que c'est les SE qui vont venir réussir. On est en train de dire qu'il y avait des pesanteurs sur cette disposition d'être à la fois dans l'organe délibérant et dans l'organe exécutif. Il y a des pesanteurs, donc on vous positionne en tant qu'organe délibérant et de supervision, mais on ne vous retire pas la totalité de vos attributions. Donc, on rééquilibre les fonctions sans pour autant qu'il y ait de lignes, de cassures entre les deux organes. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il y a cet effort que le gouvernement peut faire pour que le maire puisse avoir un droit de regard. Ça ne veut pas du tout dire que le maire va empêcher le secrétaire exécutif de travailler. Non, pas du tout. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a aussi un élément qui est sorti des échanges avec les maires, c'est que le secrétaire exécutif nomme la personne responsable des marchés publics. Oui. Mais si on veut véritablement dissocier, à mon avis, ces deux personnalités, je pense que c'est un tirage au sort. Parce que déjà, ça se fait déjà. Ça se fait déjà au niveau de l'administration. La personne responsable des marchés publics fait partie des fonctions qui se retrouvent sur le fichier national. Bon, mais la signature du maire donne plus d'autonomie à la personne responsable des marchés publics, à mon avis, que la signature du secrétaire exécutif, qui est l'autorité qui approuve et qui les marchés publics dans la commune. Donc, il y a ces petits réglages qui vont permettre à cette réforme que je salue. Il y a beaucoup d'avancées au niveau de ce nouveau code. Les quartiers de ville, les villages aujourd'hui et les arrondissements ont des attributions qui sont bien développées dans le sens de la démocratie locale et du développement local. Ça, il faut saluer ça. Jusque-là, on n'a pas vu, la loi n'avait pas donné des attributions en matière d'économie, par exemple, aux arrondissements, en matière de loisirs, de sport, d'épanouissement des citoyens. Au niveau des quartiers de ville et des villages, il y a de nouvelles attributions qui permettent aux gens de se prononcer sur les questions d'environnement, la qualité de l'eau qui est servie dans... Je pense que ceux qui ont fait cette réforme, ils sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi parce que même si vous prenez la question de la tutelle, c'est vrai que il y a aussi des choses à dire là-dessus. Si vous prenez la question de la tutelle aujourd'hui, le préfet perd en partie, le pouvoir d'annuler les actes
des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, on a introduit dans notre décentralisation ce qu'on appelle le déféré préfectoral. Ça veut dire que les actes du maire, les délibérations du conseil ne peuvent plus être annulés par le préfet, mais le préfet est obligé d'envoyer ces actes-là devant le juge administratif territorialement compétent. Ça, c'est une très bonne chose. Mais là où il y a une limite, c'est qu'en matière de réquisition, on donne ce pouvoir d'annulation au préfet dans le code, pour ce que j'ai pu comprendre. Je pense que s'il y a une logique, si on a introduit le déféré préfectoral, il vaut mieux laisser le déféré préfectoral couvrir l'ensemble des actes, y compris la réquisition. En fait, la réquisition, c'est que, à défaut d'un pouvoir d'instruire, lorsque vous dites à votre collaborateur ou subordonné, vous donnez des instructions, vous demandez qu'il fasse quelque chose et qu'il estime que c'est contraire à la loi et autres, il refuse et vous lui envoyez une réquisition l'obligeant de poser l'acte à vos risques et périls. Donc, à partir de ce moment, si le maire est déjà dans la logique d'assumer la responsabilité de l'acte de réquisition envers le secrétaire exécutif, on peut valablement laisser le préfet non pas avoir le pouvoir d'annuler cette réquisition, mais de dire simplement qu'il défère cette réquisition devant le juge administratif. Pour disons, diminuer les abus ou pour parer à toute forme de dégâts irréparables. Dans le préfet étant, cas, oui, voilà. Moi, je fais une analyse à chaud de ce que j'ai lu et je pense que si on remettait ces pendules à l'heure et on permet au maire d'être vraiment l'autorité politico-administrative de la commune, je dirais plutôt, le maire sera l'autorité politique et de supervision de l'administration. Ça va donner plus de respect au principe de la libre administration. Ça va donner plus de respect au maire. Parce que vous pensez que dans ce qui a proposé là, le maire s'en sort affaibli ou... Non, je pense que c'est un peu déséquilibré. Un peu déséquilibré au profit du secrétaire exécutif, dans ce sens que le maire, dans le pouvoir de nomination est déjà limité par le fichier national, dans la possibilité de révoquer, même de dire qu'il y a insuffisance de résultats, on va mettre fin à cette nomination, le maire est limité. Maintenant, au niveau des attributions, je pense que la question, par exemple, de la communication, vous savez, le maire a une autorité politique, évidemment. Mais l'ensemble du service de communication et d'information se retrouve au niveau du secrétaire exécutif. Mais de toute façon, tant que c'est bien fait, ça lui profite également. Disons que les bons résultats, les succès de la bonne gestion administrative de la mairie profitent à l'autorité politique, puisque lui, il est dans un, disons, dans un cheminement de perpétuer, disons, la mainmise du parti, peut-être sur une commune donnée. Donc, je pense que les deux sont liés par la bonne réussite de leur action. Mais ce qui me paraît important, c'est que n'oublions pas que nous sommes dans une commune où l'autorité élue doit avoir la primauté sur l'autorité nommée. Vous savez, il y a des questions, la question de la communication, par exemple, je pense qu'on ne peut pas dessaisir totalement le maire de la communication, parce que il y a un ouvrage qui parle de la communication locale, qui est un enjeu non seulement politique pour le maire, mais aussi un enjeu de développement. Donc le maire doit être aussi... Quand vous dites communication, c'est-à-dire de faire la promotion des actions ou très concrètement? Au niveau d'une commune, il y a 3 types de communication.
il y a ce qu'on appelle la communication au développement, qui est un dispositif de communication qui permet à la commune d'échanger avec les acteurs, les citoyens, les forces vives de la commune, le secteur privé, et qui participe, qui permet aux citoyens de participer à la prise de décision. Ça, c'est la communication au développement. La deuxième forme de communication, c'est la communication institutionnelle. Les actions, les valeurs. Vous voyez, par exemple, les questions de civisme fiscal dans nos collectivités territoriales. Il faut un type de communication précis pour que les citoyens puissent adhérer, qu'ils puissent payer les impôts. Il y a une communication qu'on doit développer pour que l'action publique de la commune puisse recevoir l'adhésion des citoyens et des acteurs. Ça, c'est la communication institutionnelle. Et enfin, nous avons la communication politique qui est liée à l'élu. Et donc, sur ces questions-là, je pense qu'on peut permettre aux maires d'avoir un dispositif de communication où qu'on peut préciser que l'organisation de l'information et de la communication par le secrétaire exécutif soit également mise à la disposition du maire. Dans l'architecture qui est proposée, est-ce que tout cela n'est pas discuté au moment de la définition des grandes orientations de la commune? Bon, on peut le dire, mais par exemple, dans le code, on dit que c'est le secrétaire exécutif qui est responsable de l'organisation des services de la mairie. Or, on a dit que c'est le conseil de supervision qui adopte le règlement intérieur, le plan de travail, l'organigramme, tout ça là. Donc, je pense qu'il faut donner la main au maire, mais il faut que les techniciens soient protégés, je suis d'accord, mais pas à ce niveau-là où, véritablement, pour rester en justice, c'est le secrétaire exécutif, c'est pas le maire. Or, le fait de détacher le maire du secrétaire exécutif, moi je vois le secrétaire exécutif comme le travailleur de l'ombre, celui qui fait tout ce qu'il y a à faire de manière technique. Mais quand il finit de construire les salles de classe, c'est le maire qui vient inaugurer. Quand il s'agit d'ester en justice, c'est le maire qui le fait, mais sur le plan technique, c'est le secrétaire exécutif qui est là, qui dit non, monsieur le maire, voilà comment ça va se passer, prenons tel avocat. Dans tous les cas, il est l'ordonnateur. C'est lui qui décide de ces questions-là. Donc, qu'on puisse donner les questions de permis, de construire et autres, qu'on puisse permettre au maire de signer ces actes-là pour marquer sa présence auprès des citoyens. Moi, je pense que l'essentiel est déjà fait en séparant les fonctions techniques des fonctions politiques. L'essentiel est déjà fait en mettant un fichier à la disposition du maire, c'est-à-dire sur le fichier, le maire ne peut que nommer quelqu'un qui a le profil à partir du fichier. C'est vrai que c'est un fichier où on voit même des gestionnaires de ressources humaines qui peuvent être secrétaires exécutifs. Bon, c'est l'ouverture, l'âge, c'est peut-être pour prémunir le manque de candidatures parce que on a 77 communes. Maintenant, il faut aussi que dans la réflexion, peut-être que c'est le côté réglementaire, qu'on puisse donner des incitations pour les communes qui ne sont pas les communes à statut particulier ou à statut intermédiaire, par exemple. Et sur ce plan-là, qu'on puisse donner des incitations parce que dès lors qu'on prévoit que le candidat retenu, tiré au sort, peut refuser d'être nommé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des communes pas très attrayantes sur le plan d'accès, sur le plan des conforts de vie, pour que peut-être que s'il n'y a pas d'incitation au niveau de ces communes particuliers, pour inciter les gens à accepter d'aller dans ces communes qui ont aussi besoin
de cette ressource humaine de qualité. Bien qualifiée. Maintenant, le point d'achoppement de tout ce qu'il y a comme test en matière de décentralisation, c'est toujours le peu de participation citoyenne. Parce que quel que soit le système qu'on met en place, quand les administrés je ne dirais pas ne s'y retrouvent pas, mais ne daignent même pas comprendre l'esprit qui est mis en place, ça crée toujours un problème, ou peut-être la réforme est peut-être handicapée dès le départ. Alors, comment pensez-vous qu'on peut s'en sortir cette fois-ci? Quel est le moyen qu'on peut mettre en place pour que les administrés se sentent impliqués, concernés par ce qui est en train d'être mis en place? Je pense que la première réponse, c'est de dire que dès lors que le maire n'est plus organe exécutif, il est organe politique, il est organe de supervision administrative, il va plus cultiver sa relation avec les citoyens. Il va plus chercher à faire coïncider les politiques publiques communales avec les attentes des citoyens. Ça, c'est important. Mais ce que le code peut apporter de plus, c'est que nous n'avons pas... moi, je n'ai pas retrouvé dans ce projet de code les outils de participation citoyenne, les outils de démocratie. Des assemblées délibérantes, quoi? Non, comme la participation des citoyens à des prises de décision. Vous savez, ce qui est fait jusque-là, ce n'est pas soutenu forcément par un acte réglementaire ou légal. Les révisions des comptes, par exemple, impliquer les citoyens dans la définition du plan de travail annuel ou de ce qu'on appelle plan annuel de développement. Ces outils-là, il faudrait que la loi puisse les prendre en compte, parce que ces outils ont été développés après l'adoption des lois actuellement en vigueur, et donc il faudrait vraiment que dans le code, on puisse avoir quand même une partie sur la participation citoyenne qui est indispensable. Lorsque les citoyens, aujourd'hui, le plan de développement communal, il y a une phase de diagnostic où on va vers les citoyens, on les écoute, on récolte leurs attentes et autres, mais il faut que la loi impose cela aux collectivités territoriales, que ce soit dans l'élaboration des documents de planification ou dans l'élaboration des politiques publiques. C'est important de mettre ces dispositions-là. Vous savez, les questions, par exemple, de nombre de réduction, les offres de réduction, les demandes de réduction de comptes, je veux dire, les questions de pétition. La pétition a été introduite dans notre système de décentralisation par le décret. Et donc, il faut organiser tout cela pour que, aujourd'hui, on parle de reddition des comptes. Mais cette reddition des comptes n'est pas efficace parce qu'on n'a pas participé à la planification. Il y a la Cour des comptes qui est mise en... Cour des comptes, qui est censée aussi... c'est examiner... jusqu'au... Oui, c'est examiner les comptes administratifs et les comptes de gestion, les comptes de gestion du comptable, et de dire ce qui ne va pas, de faire un rapport, de faire des recommandations. Ça, c'est important. Mais je parle des outils qu'on met en place pour que les citoyens... Déjà, les sessions du conseil sont publiques, même au niveau des arrondissements. Ça a été clairement maintenu. Mais il faut la pétition. Je crois qu'il y a aussi la question d'ester en justice après avoir saisi l'autorité de tutelle. Il y a des éléments qui apparaissent, mais il faudrait qu'on puisse organiser, par exemple, un chapitre sur la participation citoyenne et la démocratie locale. Pour ces organes de délibération, on va dire, permettre aux citoyens de pouvoir participer au processus de prise de décision. Est-ce que vous pensez que nos élus sont vraiment préparés à ça? Parce que pour arriver à le faire efficacement, il faut pouvoir avoir un discours transpartisan.
parce que n'oubliez pas que l'élu a une coloration politique donnée. Oui. Donc, il va falloir en même temps se prémunir de tout procès en clientélisme politique et pouvoir sortir au-delà du prisme de son parti politique pour pouvoir avoir un discours qui ait une résonance auprès de tous les administrés, quelles que soient leurs appartenances. Oui, c'est-à-dire lorsque vous êtes élu maire, vous êtes élu aussi bien pour vos partisans que pour les autres citoyens qui n'ont pas voté pour vous. Donc vous êtes un élu de la commune. Même un conseiller communal ou municipal, au-delà de son arrondissement qui est circonscription électorale, travaille pour l'ensemble de la commune. Et donc, il y a aujourd'hui le budget participatif. C'est-à-dire, avant de faire le budget annuel de la commune, il y a des mécanismes où on intègre les attentes des citoyens. On les formalise et à hauteur des disponibilités budgétaires, on les affecte. Vous savez, dans tous les pays où le budget participatif a été expérimenté avec sincérité, ce n'est pas réunir quelques personnes dans une salle pour dire qu'on a pris en compte, qu'on a fait le budget participatif. Il y a un guide national du budget participatif qui existe. Donc ces choses-là, qu'on puisse les introduire dans notre droit de décentralisation pour que, avant d'élaborer le budget, qu'on puisse faire des consultations citoyennes. Et ailleurs, il y a une part du budget qui est réservée aux projets communautaires. C'est-à-dire les communautés ont une partie des ressources budgétaires pour formuler des projets qui répondent à leurs attentes. Donc, il y a tellement d'outils mais ce n'est pas impossible de les introduire dans les décrets d'application. Mais c'est toujours bon d'indiquer ces outils-là déjà au niveau de la loi et les décrets d'application complètent la loi dans ce sens. Mais je pense qu'il est important de faire de la participation citoyenne. Vous savez, si les citoyens étaient plus présents, si les citoyens étaient dans les organes de passation des marchés publics, si les citoyens étaient associés aux organes de réception des infrastructures, je pense qu'on aurait eu moins. Non, c'est des initiatives qui ne sont pas légales, mais qui sont des ouvertures accordées sur le travail de certaines ONG, de certains partenaires. Et donc, il faut généraliser ces expériences-là. Donc, je pense que sur ces questions-là, on peut améliorer la réforme pour que, dans tous les cas, je suis convaincu que si cette réforme était adoptée, ça va amener le gouvernement à plus investir dans les communes. Un investissement qui sera plus valorisé parce qu'il y a une ressource humaine de qualité. Parce que le diagnostic aussi montre que, vous savez, les questions de transfert de ressources... Justement, par rapport à ça, on a toujours constaté que les gouvernements successifs ont toujours rechigné à faire appliquer cette disposition-là de la loi sur la décentralisation, pouvoir opérer en temps et en heure les transferts idoines vers les collectivités. Aujourd'hui aussi, il y a eu en 2016, au regard de tous les gros investissements qui étaient faits, et compte tenu du peu d'efficacité de nos communes, l'État central a pris sur lui, via des conventions, d'assurer certaines fonctions en attendant que les communes soient prêtes à les assumer entièrement. Oui, la question du transfert des ressources a toujours été un problème, même en France, un peu partout. Je pense que le premier élément qui ne permet pas au gouvernement d'envoyer les ressources, c'est que souvent, il soupçonne que ces ressources ne seraient pas bien gérées. Aujourd'hui, on est en train de régler ce problème parce qu'on a des collectivités territoriales à l'image de ce que le gouvernement souhaite. Donc, sur ce plan-là, il n'y a plus de problème. Deuxièmement,
il y a une capacité des collectivités territoriales à absorber les crédits. Oui. Donc aujourd'hui, avec le profil des acteurs de l'administration communale, on est en train de régler ce problème-là aussi. La troisième chose, c'est que il y a un travail qu'il faut faire au niveau des gouvernements pour leur montrer l'efficacité de la décentralisation, l'efficacité des collectivités territoriales. Si nous mettons plus de ressources dans les collectivités territoriales, et les ressources existent, vous voyez, en matière d'ODD, par exemple, le ministre des Finances a pu lever quand même eurobond de près de 700 milliards, de près de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est une prouesse du Bénin. Et ça, on sait que la réalisation des ODD, par exemple, il y a un rapport du Conseil, du Comité des régions et communes d'Europe qui indique clairement que 65% de la réalisation des ODD relève de la compétence des collectivités territoriales. Donc, il y a possibilité de mettre en place, et le Bénin fait partie des meilleurs élèves en matière de l'agenda 2030, parce que il y a un travail qui a été fait par le ministère du Plan, où la société civile, les collectivités territoriales et progressivement le secteur privé, tous ces acteurs sont impliqués, les citoyens sont impliqués dans la mise en œuvre des ODD. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de faire avancer le Bénin en mettant d'importantes ressources au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, qui est un organe de l'UEMOA. Il est recommandé que 20% des recettes budgétaires de l'État soient affectées aux collectivités territoriales. Nous sommes à moins de 5% aujourd'hui. On peut espérer aller à 10, 15% dans les 5-10 prochaines années, de sorte que si vous regardez les collectivités territoriales aujourd'hui, il y a un potentiel énorme. Moi, je suis toujours surpris quand je vais à Parakou de ne pas voir à Parakou le deuxième marché international du Bénin. Et c'est à Glazoué ou à Malanville que ça se trouve. Le positionnement de la ville de Parakou est un positionnement de ville carrefour, comme un peu Boycon, où Parakou a des marges de progrès énormes. La plupart de nos communes disposent aujourd'hui d'opportunités, de potentialités qu'il faut valoriser. Mais c'est l'argent qui appelle l'argent. Hein. Justement, nous allons sortir, parce qu'il nous reste quelques minutes, nous allons sortir de cet entretien par là. On attend aussi les collectivités territoriales sur le pan de la mobilisation des ressources. Oui. Et ça va dans le sens de ce que vous dites. Est-ce que, en impliquant d'ailleurs le secteur privé, est-ce que cette architecture qui est mise en place n'est pas de nature à donner les coups des franches aux autorités locales pour prospérer au-delà de la manne que le gouvernement central peut transférer, prospérer tout ce qui a comme potentialité à même de booster le développement de la commune. Oui, d'abord c'est une question de ressources humaines et aujourd'hui ce problème pourrait être réglé. Oui. C'est vrai qu'il reste la partie importante du personnel communal qui n'a pas le profil. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si ce personnel reste à la charge des communes, les communes vont continuer par le payer, mais ne pourront pas en tirer grand-chose. Donc il faut que l'État puisse voir si dans les recrutements à venir, si certaines personnes correspondent au profil que l'État recherche, qu'on puisse les transférer vers la fonction publique nationale. Maintenant, la mobilisation des ressources propres, c'est un défi important. Parce que si vous n'investissez pas dans l'économie locale, vous ne pouvez pas avoir de ressources propres améliorées. Oui. Donc, il faut que la réflexion puisse aller dans le sens où les communes commencent par investir dans les activités qui peuvent booster l'économie locale. Il y a aussi, au niveau international, il y a des ressources que les collectivités territoriales peuvent directement aller mobiliser.
au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Banque mondiale. Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui et c'est les communes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui s'en sortent. Aujourd'hui, nous avons une ressource humaine. Nous aurons bientôt une ressource humaine de qualité. On peut aller sur ces marchés-là. Il y a des appels à projets, il y a des appels d'offres pour mobiliser ces fonds-là. Dans le cadre de l'agenda 2030, il y a un partenariat mondial qui permet aussi de mobiliser des ressources. Mais ce qui va être un problème, c'est que si c'est le secrétaire exécutif qui va à l'Union européenne au nom de la commune, par exemple, ça va poser un problème. Donc, il faut qu'il y ait... On se dit qu'il ne peut pas y aller sans le maire, quand même. Il peut pas... ok. Donc, je pense que la loi, en l'état, permet que le maire aille mobiliser ces ressources-là. Vous allez au niveau... Il y a Africité l'année prochaine au Kenya. C'est des endroits où les maires vont mobiliser des ressources, vont négocier des partenariats. Jusque-là, les communes béninoises n'ont pas levé grand-chose. Mais il faut que, avec cette ressource humaine de qualité qui est annoncée au niveau des communes, on puisse permettre aux maires d'en profiter pour mobiliser des ressources. Justement, le chef de l'État a donné les assurances en ce sens. Je ne pense pas que le secrétaire exécutif deviendra de facto un compétiteur ou voilà, fera de l'ombre au maire dans ses fonctions de représentation tout au moins ou de négociation. Je pense après que... Je le souhaite vivement parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. Si la décentralisation marche, vous n'aurez pas tous ces émigrants qui quittent Bopa, qui quittent loin pour venir dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas le code, ils foutent le bordel dans nos villes. Vous ne verrez pas ces personnes en quête de travail quitter l'intérieur du pays pour venir. Et lorsque vous êtes béninois et que vous allez n'importe où, dans n'importe quelle commune, vous devez avoir un minimum de services. Afin de pouvoir vous épanouir. Oui, et donc c'est ça le développement durable. C'est ça le développement équilibré du territoire. Et je pense que avec la décentralisation et les réformes et tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, on peut espérer des résultats extraordinaires. Mais pour moi, il reste un point, c'est qu'il faut que le maire soit prééminent sur le secrétaire exécutif. Voilà, ce sera notre mot de fin pour sortir de ce débat. Je vous remercie, Franck Kenevo. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance locale et en communication. Ce sujet est assez passionnant. On pourrait faire deux, trois autres émissions. Voilà, on pourrait y passer des heures. Nous espérons avoir fait, en tout cas, vous avoir donné quelques réponses sur ce projet qui est en ce moment même sur la table de la représentation nationale. Peut-être qu'à l'issue du vote, on y reviendra pour voir un peu quels sont les aménagements éventuels qui auraient été apportés à ce projet de réforme des collectivités territoriales. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis.